Nadège, bonjour. Bonjour. Salut. Merci d'être là avec nous. Nadège, on va parler aujourd'hui d'énergie, d'écologie, d'émissions carbone. Tu travailles pour Remans d'énergie et tu es la créatrice du programme Ma Commune et moi. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est Ma Commune et moi ? Alors, oui, donc Ma Commune et moi, c'est un programme en fait d'accompagnement des citoyens et des citoyennes pour réduire leur impact environnemental. Et on parle de citoyens et de citoyennes parce qu'en fait, c'est un programme qu'on propose aux communes suisses romandes et puis c'est elles qui vont subventionner ce programme pour leur population. Et donc, les habitants des communes participantes peuvent avoir accès à une aide, à un accompagnement pour réduire leurs émissions carbone. Oui, exactement. Comment est-ce que ça fonctionne, du coup, cet accompagnement ? Donc, la commune va communiquer quand il est temps une ouverture en fait d'inscription pour ce programme. En général, on fait ça 2 fois par année, une fois au printemps, une fois en automne. Et puis, il y a une trentaine de foyers qui vont pouvoir s'inscrire. Normalement, c'est une trentaine par session. Ensuite, une fois qu'ils sont inscrits, il y a un expert ou une experte qui vont aller chez eux pour un premier rendez-vous. Donc, c'est important qu'ils aillent chez le foyer pour rencontrer la famille, voir comment ils vivent, créer des liens aussi. Et puis là, ils vont faire un bilan carbone du ménage pour voir en fait les plus gros impacts. Donc, l'idée, c'est vraiment de cibler sur les plus gros impacts pour pas dire il faut tout faire en même temps en matière d'environnement et de changement de comportement, ça peut être un peu compliqué. Donc l'idée, c'est de cibler sur les 3 plus gros impacts qui sont les plus impactants dans le bilan carbone d'un foyer. C'est l'alimentation, l'habitat et la mobilité. Et donc, une fois que ce bilan carbone est fait, donc c'est une vingtaine de questions, l'expert ou l'experte va pouvoir donner des conseils personnalisés au foyer pour pouvoir réduire son impact. Tu as dit l'alimentation, l'habitat et la mobilité. Est-ce que c'est dans l'ordre non, les 3, ils sont vraiment, ils représentent les 3 quarts en fait des émissions du ménage. Ça va dépendre en fait des habitudes et des comportements. Après, une thématique va être plus que l'autre, mais c'est les 3 premières. Après, il y a juste après la consommation. Et est-ce que ces foyers sont sélectionnés sur des critères particuliers ? Non, alors pas du tout. Par contre, on leur demande s'ils ont un intérêt pour une ou l'autre thématique au début. Donc, il y a souvent l'habitat qui revient, beaucoup de questions en fait sur l'habitat, que ce soit des propriétaires ou des locataires, puisqu'il y a plein de solutions aussi pour les locataires. Et puis après, tout le monde peut s'inscrire. L'idée, c'est d'avoir envie en fait d'agir en fait et de comprendre ses impacts et d'agir dessus. C'est marrant de ce que tu dis sur les domaines, donc habitat, alimentation et mobilité. Celui qui me surprend, c'est l'alimentation, parce que de 1, j'aurais pas intuitivement pensé que ce serait si important, et de 2, j'ai l'impression que par rapport aux autres, ça nécessiterait un plus gros changement de mes habitudes. Est-ce que c'est le cas ? Alors déjà, tu peux nous expliquer pourquoi c'est aussi important dans les émissions ? Oui, donc en fait, c'est vrai que ça peut surprendre l'alimentation, l'habitat, la mobilité, le chauffage, la voiture, ou l'avion, on peut bien penser que c'est un impact. Après, en fait, dans l'alimentation, ça surprend souvent les foyers, c'est la consommation de viande et surtout de viande rouge, qui est finalement énorme. 100 grammes de bœuf, c'est 40 ou voire 50 kilos de CO2. Et donc, si on prend par exemple du poulet, c'est déjà 7 à 10 kilos. Des légumes, c'est 1 kilo. Donc, il y a vraiment des grosses différences au niveau de la viande rouge. Et ce qui surprend aussi, c'est que les gens me disent « Ah, mais en fait, ce steak de bœuf, je vais l'acheter aux paysans du coin. » Et donc c'est OK parce que c'est local. Et en fait, malheureusement, dans le bœuf, c'est pas forcément le transport qui a un impact. C'est vraiment tout petit, finalement. C'est vraiment l'élevage qui va avoir un gros impact. Donc voilà, ça peut être surprenant, mais l'alimentation a un gros impact. Et au niveau des changements des comportements, alors c'est vrai que souvent il y a quelques réticences au niveau du foyer pour diminuer sa viande rouge. Alors l'idée, c'est pas de complètement arrêter d'en manger parce que ça doit rester un plaisir. Et puis de toute façon, dès qu'il y a frustration, c'est pas du tout l'idée, ça va pas marcher. Donc quand on change un comportement, c'est vraiment, ça doit être un plaisir. Après, il y a des recettes végétariennes. C'est vrai que maintenant, souvent, quand on voit un plat, on se dit, on doit enlever la viande. On a l'impression qu'il ne reste que les pâtes et les légumes. Puis c'est triste. Mais en fait, il y a plein de recettes végétariennes hyper chouettes qu'on peut aussi. C'est une nouvelle façon de cuisiner. Et puis, il faut apprendre à cuisiner différemment. Puis en fait, après, on a aussi beaucoup de plaisir à cuisiner comme ça. Mais
Est-ce qu'on peut faire revenir un pas en arrière? Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire avec ce programme? Comment est-ce que tu es arrivé à créer ce programme chez Romande Énergie? Comment est-ce que toi tu es arrivé dans ce domaine-là? Oui, alors avec plaisir. Donc, je travaille au laboratoire d'innovation de Romande Énergie. Donc, en fait, c'est la vocation de ce lab, c'est vraiment de pouvoir en fait soutenir l'ambition et la stratégie de Romande Énergie, qui est vraiment d'accélérer la décarbonation en Suisse romande. C'est un acteur fort de cette décarbonation avec plein de partenaires, hein, bien sûr. Mais et puis donc le but du lab, c'est vraiment de créer des produits et des services pour soutenir cette décarbonation et pour l'accélérer. Donc, c'est l'idée de dire, on sort un peu du daily business et puis on prend un peu le temps pour, finalement, avoir un peu d'avance aussi sur ce qu'on peut produire comme service pour accélérer cette décarbonation. Donc là, je travaillais dans ce lab. Et puis, j'ai eu, en parallèle, au niveau privé, en fait, on s'est inscrit à une émission qui s'appelait Une seule planète. Donc, c'est une émission de la RTS, très, très chouette, qui a eu, c'était la première édition, donc il y a maintenant bien 4 ans. Et puis donc, en fait, c'était un peu le même concept. Donc, c'est une équipe, aussi une coach qui nous suivait pendant quelques mois et puis qui nous donnait des conseils pour réduire notre impact carbone. Donc, ils ont aussi fait un bilan carbone. On a aussi dû réduire. On a eu plein de choses à faire pendant ça. Et ensuite, à la fin, ils nous ont dit combien on avait réduit. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ça a vraiment changé notre vie en tant que foyer. Ça a vraiment donné beaucoup de sens à notre vie, cette expérience-là. Et en fait, c'était surtout une expérience hyper positive. C'est un message positif. Souvent, on entend il faut faire des efforts pour le climat. En fait, non. Là, on a vraiment gagné en qualité de vie. Et c'est ça que j'ai voulu en fait transmettre dans ce programme Ma Commune et moi. C'est que finalement, c'est pas des contraintes, c'est vraiment une autre façon de vivre, plus simple, mais beaucoup plus heureuse. C'est vrai que diminuer ces émissions, souvent, ça peut faire penser... on peut se dire qu'on va devoir du coup mener une vie plus austère, mais du coup c'est pas le cas. Oui, un sacrifice, une perte de bien-être, alors qu'à la clé il y a davantage de bien-être et comme tu disais un meilleur mode de vie en fait qui apporte plus de... Oui, exactement. En fait, on s'est rendu compte dans la famille que finalement, déjà, on faisait plus attention à ce qu'on mangeait, donc on va aussi en meilleure diminuer... santé, plus d'énergie. Voilà, meilleure santé. Effectivement, diminuer la consommation de viande, c'est aussi être en meilleure santé. On prend le vélo tout le temps, on marche, on prend les transports publics, donc on est aussi beaucoup moins stressé. Et c'est intéressant, en fait, l'idée aussi dans Ma Commune et moi, c'est de dire, en fait, on fait ça au sein d'une commune, donc plus il y a de ménages, en fait, qui sont accompagnés, en fait, on va véhiculer ces valeurs d'économie locale, de circuits courts, de mobilité douce, et donc, en fait, ça va améliorer la qualité de vie dans la commune, puisque finalement, il y a moins de trafic, dans la commune. Après, les gens vont aller se déplacer à pied pour aller au magasin du coin, puis ils vont se rencontrer, créer des liens, donc c'est complètement... une autre façon de vivre, mais c'est hyper agréable. Et par exemple, nous, le samedi, en famille, au lieu d'aller prendre la voiture pour aller dans un truc où il y a plein de monde et puis c'est hyper stressant, mais en fait, on va aller à vélo acheter des produits locaux de la ferme, on va rencontrer des gens et puis en fait, après, on va cuisiner ensemble, puis on aura passé une super journée sans stress, quoi. Et dans les familles que toi, tu accompagnes, parce que tu travailles aussi comme coach dans Ma Commune et moi. Dans les familles que toi tu accompagnes, c'est le genre de réaction que tu as pu percevoir. Les gens sont contents de leur changement? Oui, alors effectivement, après, il faut ça dépend, en fait. On a vu une grosse différence. Il y a une personne du foyer qui participe, et donc on a accès à qu'une personne, et puis on discute avec elle, puis elle doit emmener tout le monde. Mais en fait, elle n'arrive pas parce qu'ils sont pas dans le truc. Tandis que s'il y a tout le foyer ensemble, et puis que vraiment c'est une discussion de famille, alors là, c'est génial. Il y a vraiment un élan. Et après, c'est les enfants qui tirent aussi les parents, et on voit vraiment une chouette dynamique dans la famille. Donc les enfants, excuse-moi, du coup les enfants, le reste de la famille a la possibilité de participer à ces séances j'appellerais ça du coaching un peu écologique. Tout le monde est présent lors de la séance. Oui, voilà. Et comment maximum. Ça se passe? La personne, le conseiller, le consultant, le coach, il se rend chez l'habitant, ou est-ce qu'il y a un lieu qui accueille j'ai bien compris qu'il y avait à la base un processus d'analyse en fait des différents postes coûteux en énergie et avec un impact environnemental, mais ça se fait toujours chez l'habitant. Tout le programme en fait se fait chez l'habitant, le locataire, le propriétaire.
Alors en fait, le premier rendez-vous se fait chez l'habitant. Ah, d'accord. Et puis ensuite, le deuxième rendez-vous, c'est un rendez-vous collectif. Parce qu'on a vu aussi qu'en fait, si les foyers, ils ont envie de voir qui dans la commune fait aussi ce programme, et puis d'échanger entre eux. Et en fait, on a mis ça aussi un peu plus tard. Donc c'est un rendez-vous collectif, le deuxième, qui va être par les thématiques. Donc les gens vont aller dans la thématique pour laquelle ils sont intéressés. Et puis, en fait, on voit des vrais échanges entre les gens. Donc, par exemple, la dernière fois, j'animais le groupe mobilité. Et puis, il y avait une personne qui disait « Ah, mais tu vois, tu peux passer à vélo par ce petit chemin. » Et puis, en fait, c'est que des gens de la commune qui peuvent vraiment donner ces conseils-là. Et en fait, ils se conseillent entre eux et ça augmente aussi la motivation. Donc, c'est presque eux qui finissent par s'accaparer le programme et à échanger entre eux, se donner des petits conseils et créer un esprit d'émulation, finalement, entre différents habitants. Exactement. Puis il y a aussi la commune qui est présente. Puis elle va aussi pouvoir dire si jamais pour ça je vous entends parler de nouveaux chauffages, on a une subvention ou bien on a des abonnements transport public dégriffés. Voilà, il y a des choses comme ça aussi où il y a une méconnaissance finalement des fois par la population de ce que propose la commune et ça permet aussi à la commune de dire en fait on fait tout ça sur la durabilité. Voilà, c'est pour vous quoi. Est-ce qu'il y a des recommandations que vous avez pu amener, donc vous avez pu recommander à des ménages de changer quelque chose et puis qui vous disent non, ça on veut pas aller aussi loin. Oui, bien sûr, ça arrive. C'est dans quel domaine ? Il y a des domaines en particulier où les gens sont pas prêts à bouger ? On voit que l'alimentation et l'habitat, ça marche bien. L'habitat, c'est aussi plus simple parce qu'en fait, on change des choses plutôt matérielles ou simplement on baisse son chauffage une fois qu'on l'a fait. On n'y pense plus, on met des brise-jets dans le pommeau de douche ou dans le robinet pour diminuer le débit d'eau. En fait, on le fait une fois et il n'y a plus de besoin d'y repenser. Par contre, il y a des choses qui sont un peu plus sensibles, par exemple la mobilité. La voiture, c'est vraiment un sujet souvent. On voit par exemple que si le foyer n'est pas prêt à en parler au début, on laisse tranquille ce sujet-là, et puis peut-être que c'est eux qui doivent aussi faire le chemin, et après, ils arrivent eux-mêmes là-dessus, en fait. Ouais. C'est marrant parce que tu parlais de circuits courts et de changer les attitudes. Hier, on parlait avec Christophe Knegui, qui est urbaniste, et qui parlait... donc eux, ils ont planifié, leur bureau a planifié l'écoquartier des Plaines du Loup. Et ils parlaient beaucoup des mêmes sujets, mais au niveau systémique et au niveau urbanistique, de comment est-ce qu'on peut construire un quartier pour encourager ces déplacements en circuit court, pour encourager les échanges. Donc, ma question c'est, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que particulier ? Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une limite qui est systémique, qui est de comment la ville est construite, comment notre société est organisée, qui va nous empêcher de s'améliorer en tant qu'individu ? Alors, c'est tout à fait juste et c'est aussi des remarques qu'on a des fois dans les foyers parce qu'il y a certaines personnes qui me disent « Mais moi, je veux bien prendre le vélo, mais la dernière fois, je me le suis fait voler à la station. J'aimerais bien que ma commune mette un abri vélo sécurisé ou des choses comme ça. Ou une piste cyclable. Je me sens pas à l'aise d'être à vélo sur la route parce que pour l'instant, c'est encore trop dangereux. » Donc, c'est vrai qu'au niveau des infrastructures, ça doit changer pour qu'il y ait plus soit plus finalement adopté par la masse finalement, puisque maintenant ça reste encore difficile et c'est ça qui est compliqué, c'est que finalement je pense que votre interlocuteur vous disait que la voiture a une énorme place, tout est fait autour de la voiture et donc dès qu'on s'enlève, ça complique les choses et ça devrait pas en fait, ça devrait être simple, mais pour l'instant il n'y a pas encore les infrastructures. Donc ce que je dis aux gens, c'est que finalement c'est vrai, on est un peu les pionniers. Et puis qu'en fait, une fois qu'il y aura une vraie demande, ça va aussi suivre. Mais effectivement, ça doit s'adapter parce que sinon, et quel est l'impact de ces mesures lorsqu'elles sont adoptées, donc par exemple ma commune et moi, qu'elles sont adoptées par l'habitant? Je pense que ça concerne forcément jamais la totalité d'une commune, même si c'est, j'imagine, l'objectif vers lequel il faut tendre, et vous tendez sûrement. Et quel est l'impact réel mesuré ou mesurable comparativement à, comme disait Gavrilo, peut-être ces problématiques plus systémiques ou des secteurs d'industrie qui sont extrêmement polluants, on en met plein. Quel est cet impact réellement de ces mesures-là, comme ma commune et moi, et peut-être d'autres choses qui essaient vraiment de sensibiliser l'habitant, le citoyen? Oui, alors il y a deux éléments, je pense, dans ta question. Il y a déjà l'impact au niveau individuel on a. Est-ce que ça vaut la peine de faire ces efforts, sachant qu'il y a des entreprises qui ne font pas d'efforts ou des choses comme ça, sachant qu'il y a
1% des plus riches qui ont 50%, qui ont le même impact que 50% des plus pauvres. Hein. Donc ça, c'est vrai que ça, voilà, il y a maintenant ces discussions aussi au niveau de voilà ceux qui prennent les stars qui prennent des jets ou les stars du foot qui s'en fichent de ça. Donc c'est vrai que ça peut être frustrant. Au niveau de l'impact, ce qu'on voit dans une commune, donc par exemple Épalinges, on a fait ça depuis un peu plus d'une année, on est à 90, à peu près 90 foyers qui ont été accompagnés. Donc finalement, ça commence à créer une émulation et l'idée, c'est vraiment d'accompagner effectivement un maximum de foyers pour changer la dynamique de la commune, donc ce soit vraiment visible. Donc finalement, que les magasins locaux voient qu'il y a plus de gens, les magasins à la ferme voient qu'il y a plus de gens qui arrivent, qu'il y a peut-être que finalement, ma commune et moi, si ça s'est installé dans une commune, il y a tout d'un coup un business durable qui peut arriver, puisque finalement, du coup, il y a le magasin local avec des produits locaux qui peut ouvrir, il y aura des clients. Donc, c'est l'idée de ça. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut à peu près 3% de la population pour adopter un comportement, pour finalement changer, et puis que ça passe, c'est le point de bascule, en fait, on dit ça, hein, pour que finalement, après, toute la population adopte. Donc, c'est un peu ce qu'on vise. Mais c'est intéressant parce que finalement, ce que je retiens dans l'impact tel qu'il est mesuré, on va dire, en tout cas localement, c'est que chacun peut agir par intérêt personnel et finalement s'y retrouver en adoptant ces mesures. Parce que tu parlais d'un gain de bien-être, se sentir en meilleure santé, avoir juste adopter peut-être un art de vivre qui est plus gratifiant. Et après, tu parles des commerçants qui peuvent constater aussi ces effets positifs. Et pour eux, ça a une plus-value économique, finalement, d'encourager ça, de s'inscrire un petit peu dans ces programmes-là en les soutenant de manière ouverte, et ce qui contribue encore davantage à l'adoption plus généralisée des programmes. Donc, je trouve... alors, je ne sais pas si c'est forcément la manière dont il faut formuler la chose en termes de la vocation de ces programmes et du message. Peut-être que c'est plutôt la planète et l'environnement, le bien-être, le bien de la collectivité qui est davantage mis en avant. Mais en tout cas, je relève que chaque acteur peut s'y retrouver personnellement au niveau de sa famille, afin de constater ces bénéfices-là dans sa vie directement, en fait, dans son bien-être. Donc, je trouve que ça doit forcément avoir un impact positif sur l'adoption du programme. Bon, mais c'est ça qui est génial, parce que de nouveau, avec ces programmes, souvent on pense qu'on va devoir se serrer la ceinture, vivre une vie plus austère, et forcément ça va être vachement plus difficile de les faire adopter si c'est ça. Si on peut montrer que c'est mieux au final, c'est génial. C'est ça, c'est la société vers laquelle on tend, si on veut en fait pouvoir continuer en fait et avoir un avenir qui est finalement durable. Et en fait, les entreprises s'y retrouvent, les commerces, mais finalement, on parle aussi de gains financiers pour les foyers, qui finalement... et c'est vrai qu'il y a une fausse croyance, hein, parce que des fois, quand on habite en ville et puis qu'il y a un magasin bio ou en vrac qui ouvre, c'est souvent un peu plus cher. Et ça, c'est aussi un peu l'aberration de la ville, parce que finalement, on a construit des villes et donc on doit amener tout ce qui est produit à la campagne en ville, et tous ces transports à un impact et des coûts. Et finalement, on se rend compte que si finalement on va à la ferme acheter des légumes, en fait, c'est pas cher, c'est bien moins cher qu'en supermarché. Mais voilà, après, c'est aussi voilà, les structures et comment c'est organisé. Alors, aller à la ferme en vélo pour acheter les légumes. Ah oui, alors ça c'est sûr que si on est en voiture, c'est pas complètement réussi. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'on a 50 ans d'histoire de la voiture, et de la voiture vraiment présente dans la ville, et du coup plus personne ne se rappelle, plus personne n'a de souvenirs de première main de comment c'était avant, et du coup maintenant il faut réapprendre les habitudes à avoir et comment la ville peut fonctionner différemment. Oui, il y a ce concept en fait de ville au quart d'heure, où en fait pourquoi on doit habiter loin, parce que maintenant c'est plus agréable de vivre à la campagne, donc tout le monde vit à la campagne mais travaille en ville, donc il y a les transports, on va chez le médecin, on va pour les loisirs, donc on doit toujours se déplacer, et en fait la ville au quart d'heure, c'est où il y a tout à proximité, on peut y aller à pied ou à vélo. Et c'est quoi les changements du coup typiquement que font les foyers que vous accompagnez qui ont vraiment un impact au niveau du CO2? On parlait un peu de transport, d'alimentation. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont un gros impact?
Oui, alors déjà, juste un point que je voulais encore relever par rapport à est-ce que ça vaut la peine en tant qu'individu. En fait, l'impact, au niveau de l'impact carbone de la Suisse, en fait, il y a 67% qui est émis par ou pour les ménages. Donc en fait, on a un énorme impact et c'est ça aussi important de dire. C'est pas l'idée, bien sûr, de mettre toute la responsabilité sur les ménages puisque tout le monde doit faire sa part, mais en fait, en tant que citoyen, en tant qu'individu, on a plusieurs casquettes. On est consommateur, la manière dont on se déplace, dont on s'alimente, ça a un impact. Et aussi, on travaille dans des entreprises qu'on peut influencer. Et on vote aussi, surtout. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire, en fait, à notre échelle. Donc, tu disais émise par ou pour les ménages. Par les ménages, je crois que c'est clair. Qu'est-ce que c'est le CO2 qui est émis pour les ménages? Alors, c'est tout ce qui est produit, en fait, à la demande des ménages. Donc, tout ce qui est dans l'économie produit pour des ménages. Donc, d'accord. Ouais. Donc, qui se répercute, en fait, dans tous les biens de consommation qu'on peut acheter, services voilà. et autres. Ouais. Exactement. Okay. Et où, du coup, l'impact des ménages pourrait être de dire, on veut pas ces produits-là, on veut autre chose qui est plus renouvelable. Est-ce que je le comprends? Voilà, exactement. Ouais. Où on n'a pas besoin de ce produit-là, par exemple. Ok. Et donc, en fait, ce qui peut changer, donc les grosses choses, donc c'est diminuer la consommation surtout de viande rouge. Donc ça, c'est au niveau de l'alimentation, c'est bien sûr aussi acheter local. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Éviter le gaspillage alimentaire, c'est aussi un impact énorme. Donc on dit, voilà, souvent, au lieu d'acheter les grosses courses une fois par semaine, en fait, on va plusieurs fois, toujours à vélo. Et donc, on peut plus gérer, en fait, ces produits. Au niveau de l'habitat, alors si on est locataire, c'est vrai que réduire son chauffage de 1 degré, c'est 7% d'énergie d'économiser. Donc en fait, si on passe de 22 à 19, en fait, c'est 20% d'énergie en moins. Donc c'est quand même déjà conséquent. On peut aussi, il y a un peu maintenant aussi toute la campagne du Conseil fédéral là-dessus, des économies d'énergie. Donc c'est vrai que c'est bien de le rappeler, en fait, mettre une multiprise pour éteindre ces appareils, parce que c'est quand même aberrant d'avoir des appareils en stand-by qui consomment alors qu'on ne les utilise pas, alors qu'il y a même aussi des appareils des fois qui consomment alors qu'ils sont éteints. Donc ça, on ne sait même pas. Donc, des fois, juste enlever la prise ou mettre une multiprise, c'est important. La consommation d'eau chaude aussi est énorme. C'est pour ça que je parlais avant de brise-jet ou de pommeaux de douche qui réduisent le débit. Parce que finalement, dès qu'on actionne l'eau, en fait, ça produit de l'énergie pour produire de l'eau chaude. Donc, ça demande de l'énergie pour produire de l'eau chaude. Donc là, il y a pas mal. Au niveau des propriétaires, bien sûr, mettre un chauffage renouvelable, isoler sa maison. Mettre des panneaux solaires, ça c'est des choses qui sont un peu plus longues à mettre en place, mais une fois que c'est mis, et c'est aussi, ça demande un investissement, mais une fois que c'est mis, voilà, on s'en occupe plus. Donc ça c'est aussi des choses. Et n'oublions pas non plus le fait de poser un couvercle sur la casserole lorsqu'on cuit des pâtes. Oui, Monsieur Parmelin, effectivement. Qu'on remercie pour ces prescriptions. C'est ça qui va tout changer. Mais c'est vrai que ça peut faire sourire, mais finalement, c'est des choses de base qu'il est essentiel de rappeler. Après, on peut aller un peu plus loin, effectivement. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Au niveau de la consommation d'électricité, 40% de l'électricité vient de nouveau des ménages en Suisse. C'est plus que l'industrie. Donc, de nouveau, ça peut être frustrant de dire je suis tout seul à faire, mais en fait, si tout le monde le fait, l'impact est gigantesque. Est-ce qu'il y a des choses qui servent à rien, des idées reçues qu'on a de choses qu'il faudrait faire pour diminuer nos émissions, mais qui au final soit n'ont pas d'impact, soit sont contre-productives? Oui, il y a pas mal de fausses croyances. C'est aussi au niveau des ordres de grandeur. Et c'est ça qui est aussi important de le rappeler. Il y a par exemple les mails. Les pièces jointes, tout ça, finalement, ça a très très peu d'impact si on continue à prendre sa voiture ou manger de la viande. Donc ça, c'est vraiment le truc à faire peut-être en dernier au niveau si on veut vraiment agir sur les Il y a des gens qui pensent que ne pas envoyer de pièces jointes, ça va diminuer leurs émissions. C'est ça la croyance? Oui, il y a même eu, je pense que c'était en France, la ministre de l'écologie qui disait effacez vos mails. Mais en fait, c'est pas le truc le plus... voilà. Parce qu'on parle du digital, beaucoup de l'impact du digital. Ouais. Donc là, il y a aussi pas mal de fausses croyances à ce niveau-là. Le digital, finalement, l'impact, c'est surtout le matériel, le hardware. C'est là que ça a un gros impact. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'avais une autre idée, mais elle m'est partie. Mais il y a pas mal de choses, effectivement, qui... voilà, il y a trier ses déchets. Donc,
Bien sûr, trier ses déchets, on le fait tous. Maintenant, c'est un truc qui est un peu... On a eu beaucoup de communication là-dessus quand on était enfants. Donc, c'est quelque chose qui est pas mal, je pense, intégré dans la population. Et d'ailleurs, quand on demande qu'est-ce que vous faites pour le climat, les gens répondent je trie mes déchets. Ou alors, je suis zéro déchet. Donc, zéro déchet, c'est super. C'est vraiment très bien. Je ne vais pas non plus critiquer, mais ce n'est pas non plus l'impact... c'est pas l'impact le plus important. Quand on dit une commune où il y a une loi politique qui dit on va arrêter les sacs plastiques dans les magasins, c'est un peu du greenwashing finalement. Parce que finalement, les sacs plastiques, c'est pas ça. Parce qu'aussi en Suisse, on a un très bon recyclage, enfin un très bon système de déchetterie. Bref. Ouais. Okay. Et donc, on parle pas mal ces temps ça fait un moment qu'on parle d'éventuelles pénuries d'énergie. Là, il y a des situations avec la Russie, le gaz russe. Du coup, au final, toutes ces pratiques-là, c'est des choses qui vont nous aider dans ce cas-là. Donc, finalement, on devrait tous s'y mettre. Bah, effectivement, alors ça c'est très juste. Cet hiver, il va nous manquer en fait de l'énergie et surtout de l'électricité. On parle à peu près de 3-4 TWh suivant la situation. Il y a pas mal d'éléments qui vont faire que oui ou non, il va nous manquer. Est-ce qu'il va faire très froid ou pas? Est-ce que les centrales nucléaires en France vont se remettre en route parce qu'elles sont arrêtées pour des raisons techniques? Quelle proportion de gaz russe l'Allemagne va pouvoir avoir parce que nous, on importe. En Suisse, on importe de l'électricité en hiver. En été, on en produit beaucoup. On peut même la revendre, mais en hiver, on n'en a pas assez, donc on en importe, surtout en fin d'hiver, quand nos barrages commencent à être réduits. Et donc aussi, la sécheresse de cet été fait qu'on a encore moins de possibilités. Et donc, voilà, on importe d'Allemagne aussi d'électricité. Et donc, voilà, il y a plusieurs facteurs qui vont faire qu'on va nous manquer. Et puis, les économies d'énergie, le potentiel, c'est 5 TWh. Donc, en fait, c'est beaucoup plus... Après, dans notre programme, c'est plus un truc sur le long terme, c'est-à-dire, en fait, il y a des choses qu'on doit faire immédiatement pour cet hiver, pour justement éviter ces pénuries d'énergie. Puis après, il y a les choses sur le long terme pour faire que finalement, on ne soit pas chaque hiver dans cette situation-là. 3, 4, 5 TWh, est-ce qu'on peut formuler ça de manière plus parlante? Genre, c'est quelle proportion de notre consommation d'énergie sur un hiver? Ou est-ce qu'on arrive à visualiser un peu ce nombre? Je pense que c'est un nombre qui parle pas beaucoup. Oui, effectivement. C'est difficile comme ça pour moi je suis pas non plus spécialiste là-dedans, donc j'ai pas comme ça une idée de ce que ça veut dire. Mais sachant qu'au niveau des économies d'énergie, on peut réduire presque le double. C'est finalement il y a beaucoup d'énergie qui est perdue pour rien en fait. Ouais. Donc c'est ça que est-ce qu'on peut considérer que surtout dans une situation comme celle qu'on connaît actuellement avec la guerre en Ukraine, ça suscite toutes sortes de questions par rapport à l'indépendance énergétique. Là, on voit comment un État comme la Russie, par exemple, peut choisir par différentes mesures de faire monter les prix de l'énergie. Et nous, a priori, on risque d'être assez fortement impacté cet hiver, enfin en Europe en tout cas. Est-ce que ça ouvre un débat justement sur le fait de retrouver une indépendance énergétique? Et si oui, quelles sont les voies à suivre pour retrouver cette indépendance? On a un grand courant assez répandu, je crois, en Europe par rapport à l'abandon du nucléaire ou assurer une transition. Et parfois, est-ce que j'ai le sentiment que ça nous accule dans une position telle que celle qu'on connaît maintenant? Est-ce que pour toi, il y aurait lieu de rouvrir le débat sur, par exemple, le nucléaire, l'utilité du nucléaire, sa légitimité en Suisse ou ailleurs en Europe? Oui, alors grande question. Je ne suis pas une spécialiste là-dedans, mais c'est vrai que au niveau de l'indépendance énergétique, c'est vrai que toutes les énergies fossiles qu'on a, donc que ce soit le gaz, que ce soit le mazout, c'est importé, donc ça vient de loin. Donc c'est clair que plus on produit localement ici en Suisse, plus on est indépendant. Donc que ce soit l'énergie solaire, que ce soit des éoliennes, que ce soit de l'hydro. Donc là, c'est là que finalement on est beaucoup plus indépendant. Par rapport au nucléaire, c'est vrai qu'il y a différents débats. Après, tout ce qu'on sait maintenant, c'est que
si on construisait une nouvelle centrale maintenant, ça prendrait à peu près 20 ans. Donc, de toute façon, c'est pas on aura besoin d'énergie avant. Donc, c'est sûr que c'est pas forcément la solution et surtout que c'est une technologie qui date quand même des années 40. Donc, elle a bientôt un siècle, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas non plus la pointe de la technologie. Et puis, une autre chose, c'est vrai que maintenant, il y a ces discussions au niveau du démantèlement. Alors, on peut se dire qu'effectivement, peut-être avant de démanteler, peut-être garder, si elles sont encore... alors, bien sûr, il y a un niveau de sécurité important, mais peut-être les garder jusqu'au bout, sans en construire des nouvelles, mais pour finalement faire cette transition. Le temps d'assurer la transition. Oui, Okay. effectivement. Mais ça ne doit pas nous empêcher de développer massivement les énergies renouvelables, parce que c'est ça, finalement, l'avenir. C'est quoi les énergies renouvelables qui sont accessibles pour nous en Suisse et qui peuvent avoir un impact significatif à l'échelle de la Suisse? Alors, c'est déployer massivement les éoliennes, le solaire aussi, qui a un potentiel maintenant, on est, je crois, à 4-5% d'énergie solaire. On peut... Ah, autant que ça. Waouh. Ouais. C'est pas tant que ça, en fait. Et donc... C'est plus que ce qu'ils croyaient. C'est plus que ce que je croyais. Ouais, c'est peut-être même 3%. Hein. Mais voilà, il y a un potentiel énorme. Et puis voilà. Donc, on a toujours des barrages, donc ça marche. On a aussi des productions au fil de l'eau. Hein, donc, ça, c'est aussi l'énergie renouvelable. Et les ménages accompagnés par Ma Commune et Moi, de combien est-ce qu'ils arrivent à diminuer leurs émissions? Alors en moyenne, là, on a ensemble avec les foyers jusqu'à présent, on réduit à peu près de 25% en moyenne. Ah ouais, donc c'est absolument pas négligeable, quoi. C'est vraiment des réductions importantes. Oui. Alors effectivement, il y a les choses qu'il peut faire pendant l'accompagnement, donc les changements de comportement qui sont assez faciles à faire. Puis après, les choses un peu plus longues qui vont prendre plutôt 6 mois, donc des gros investissements, que ce soit un changement de chauffage, changement de passage à la voiture électrique, des choses comme ça, qui ont un impact aussi assez conséquent. Mais déjà, les choses qu'on peut changer au niveau du comportement ont un impact aussi énorme, comme on l'a vu, la viande, la voiture. Excellent. Et tu peux nous rappeler où est-ce que Ma Commune et Moi est actif maintenant? Alors pour l'instant, on est donc à Épalinges, Puy et Dayan. Et puis l'année prochaine, on a d'autres communes qui nous rejoignent, dont Cossonay. Et puis après, il y en a plein, mais je ne sais pas si elles ont déjà annoncé, donc je ne vais pas forcément les dire. Mais il y a d'autres communes en Suisse romande qui nous rejoignent. Et, ouais, mais du coup, si je suis un habitant d'une commune qui n'est pas couverte et que je me dis que c'est génial et que j'aimerais participer à ça, je peux faire quoi? Alors, il faut en parler à ta commune, simplement, proposer, nous mettre en contact. Nous, on est là volontiers pour discuter, pour présenter le projet. Ouais. Et est-ce que d'autres cantons, est-ce qu'en Suisse allemande, on retrouve des mesures similaires qui essaient d'établir un lien ou d'engager le citoyen dans l'économie d'énergie, des choses similaires, des programmes de coaching comme Ma Commune et Moi? Alors, il y a des programmes qui existent déjà aussi en Suisse romande, qui sont en fait des programmes d'éco-logement. Donc, en fait, c'est des conseils qu'on peut faire dans le logement. Donc, typiquement, tout ce qu'on peut réduire comme économie d'énergie dans le logement. Donc, ça existe déjà. Par contre, le fait d'aller un petit peu plus loin au niveau de l'empreinte carbone, à ma connaissance, ça n'existe pas encore. Okay. Et puis, finalement, c'est le même temps. Finalement, on se déplace aussi chez le foyer. Mais nous, notre concept, c'est de dire qu'en ciblant les plus gros impacts, on a 3 fois plus d'impact que juste les économies d'énergie à la maison. Okay. Mais il y a des campagnes, non? Qui est-ce qui fait de l'affichage maintenant? Est-ce que c'est le VVF pour dire qu'on peut réduire, il n'y a pas besoin d'être parfait pour avoir un impact ou quelque chose comme ça? Il y a des campagnes de sensibilisation. Alors, il y a la Confédération qui fait sa campagne. Ouais. Est-ce que c'est ça? L'énergie est précieuse, il faut les non, c'était pas ça, j'avais vu autre chose. Mais, ouais. Mais c'est vrai qu'après, ça peut être frustrant pour certaines personnes qui font beaucoup d'efforts, de voir qu'il y a d'autres personnes qui font moins. Après, comme on l'a dit aussi, les infrastructures rendre difficile d'être parfait. On ne peut pas être parfait, en fait. On dit, un péché carbone. Et au final, c'est normal. Et il faut pouvoir aussi vivre comme ça et dire que c'est OK. Après, on essaie aussi de
compenser soi-même en disant bah ok, bah j'ai fait ça, mais alors j'essaie de faire mieux ça. Enfin voilà, d'essayer d'avoir un peu des. Donc éviter d'être trop perfectionniste. Oui, voilà, parce que c'est vrai que ça, on doit. Sinon c'est décourageant. Voilà, ça peut être décourageant parce qu'on n'a pas encore les infrastructures pour permettre que ce soit facile. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu dans qui ont une déprime du climat quand ils commencent à se rendre compte des problèmes. Toi, est-ce que tu es optimiste ou pessimiste pour notre futur? Et pourquoi? Alors, très bonne question. C'est vrai que maintenant, c'est de plus en plus. Moi, j'ai des enfants et souvent, je leur parle de ça et je me dis, il faut pas trop que je leur en parle parce que j'ai pas envie de les rendre aussi climato-anxieux après pour l'avenir. J'ai envie qu'ils voient. C'est vrai que ils n'ont pas le même avenir que nous, on avait. En fait, nous, on avait une énergie abondante, on avait toutes les perspectives qui étaient ouvertes, on se posait pas la question. Et eux, c'est différent. Donc, c'est vrai que quand je pense à mes enfants, je suis contente en fait d'avoir un travail qui a beaucoup de sens et en fait le soir je peux les regarder dans les yeux en disant ben on n'était pas ensemble aujourd'hui mais en fait j'ai dédié toute ma journée à faire que vous ayez un avenir un peu plus intéressant ou un peu plus ouvert. Mais c'est vrai que voilà, quand je lis les rapports du GIEC ou des choses comme ça, ou les rapports sur la biodiversité qui sont alarmants malgré ce qu'on pense et qui touchent aussi énormément la Suisse malgré ce qu'on pense, ça peut un peu me baisser le moral. Mais par contre, arriver avec des solutions, me dire qu'en fait on a simplement on a le pouvoir de changer les choses et que finalement informer les gens. C'est finalement leur donner le pouvoir de changer les choses, de dire on n'a pas besoin d'attendre que les entreprises fassent quelque chose. En fait, on a tous un rôle à jouer. Et ça, je trouve, ça motive énormément et c'est pour ça que je donne autant d'énergie là-dedans. Et qu'est-ce que tu répondrais aux collapsologues qui disent que de toute façon c'est foutu et que d'ici 10 ans ce sera Mad Max pour schématiser un peu. C'est vrai que moi j'ai pas envie de penser comme ça parce que déjà c'est pas foutu, même le GIEC le dit, donc c'est pas foutu. Faut simplement agir maintenant. Donc après le GIEC, excuse-moi de te couper, mais le GIEC, tu peux expliquer juste un peu cette organisation oui, donc en fait c'est des scientifiques qui se sont mis ensemble pour au niveau mondial pour créer des rapports sur l'état en fait du réchauffement climatique et du climat. Et donc il y a 3 rapports qui sont sortis entre l'année passée et cette année qui en fait prouvent scientifiquement que le réchauffement climatique est dû à l'impact des êtres humains depuis 1970. Ouais. Ah, wow. Et donc voilà, ils ont 3 ils posent la situation, ils donnent aussi des solutions et puis en fait ils expliquent que finalement le réchauffement, donc là on est à 1,1 degré actuellement. Si on suit les lois actuellement en Suisse, on va vers 3 degrés. Donc en fait on va droit dans le mur, sachant que des 2 degrés de réchauffement au niveau mondial, on a 14 fois plus d'événements extrêmes qui peuvent arriver. Donc c'est des sécheresses, des inondations, des extrêmes canicules et des choses comme ça. Et puis, quand on a 4 degrés de réchauffement, on a 40 fois plus. Donc, c'est même pas linéaire, ça explose. Et au niveau de la biodiversité aussi. Et bien sûr, ça impacte beaucoup plus les populations qui vivent avec le rehaussement des niveaux des mers, donc au bord de la mer, ou qui sont aussi un peu plus pauvres. Et donc là, ils sont directement impactés parce qu'ils peuvent moins s'adapter. Donc voilà, de nouveau, quelque chose qui peut un peu... Mais tu disais que même eux, ils disent que c'est pas entièrement foutu. Voilà, donc en fait, ils ont fait différents scénarios. Donc en fait, là, si on n'arrivera peut-être pas à rester à 1 degré, donc on vit 1,1 degré ou à 1,5, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut encore s'adapter. À partir de 2 degrés, c'est un peu plus compliqué. Puis en fait, il y a différents scénarios. Et puis, on voit bien qu'en fait, il faut agir maintenant pour arriver à des scénarios de moins en moins catastrophiques. Mais voilà, qu'il y a des choses à faire encore. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui sont encore aujourd'hui climato-sceptiques pour les convaincre? Est-ce que c'est encore possible? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup en Suisse, s'il y en a beaucoup aux États-Unis. Quels sont les arguments qu'on peut leur présenter?
de lire le GIEC peut-être. C'est vrai. Bon, en plus, c'est pas non plus le truc le plus accessible. Et ça, c'est quand même un problème. C'est vraiment des scientifiques. Et pour qu'un scientifique donne un avis, et c'est aussi un peu le problème souvent quand on interviewe des scientifiques dans les médias ou des choses comme ça, parce qu'ils peuvent pas donner des résultats comme ça. Ils disent oui, mais c'est probablement. Enfin, le GIEC, on a des très fortes croyances parce que au niveau scientifique, c'est compliqué de donner des choses comme ça. C'est plus facile pour un politique de dire c'est comme ça, alors que c'est pas forcément toujours vrai. Donc voilà, il faut rendre ça plus accessible. Et puis, c'est vrai que ce qu'on voit maintenant, c'est que ça nous touche personnellement. Donc maintenant, c'est actuellement au Pakistan. Il y a une catastrophe au niveau des inondations. Mais en fait, c'est plus qu'au Pakistan. C'est aussi chez nous. On a vu cet été les chaleurs extrêmes, les canicules, la sécheresse des lacs en France ou en Suisse. Ça nous impacte directement. Il y a 2 ans, les inondations. Je pense que rien que de voir ça, ça. Oui. Mais c'est pour ça que je demandais, est-ce qu'il y a un argument qu'on peut faire, parce qu'il y a toujours des gens qui disent oui, mais c'est des coïncidences, ou oui, c'est autre chose, ou oui, la Terre se réchauffe, mais c'est pas c'est pas à cause de notre activité. Ça devient de plus en plus difficile de tenir ce genre de propos. Du coup, je me demandais, les gens qui les tiennent toujours, est-ce qu'on peut les convaincre, et qu'est-ce qui va les convaincre? Je sais pas si on doit perdre notre temps à convaincre ces gens. Il faut juste plus les inviter aussi à parler, parce que en fait c'est faux. Maintenant on sait scientifiquement que on peut plus dire ça. Et donc avant, quand on invitait dans les médias un pour un contre, non, on peut plus en fait. Là c'est plus équilibré, parce que finalement c'est mensonger, et en fait il faut juste plus les inviter. Enfin, c'est pas que je suis pas pour la liberté de parole, mais là. Est-ce que, à ta connaissance, il existe des technologies qu'on connaît pas tous, qui pourraient apporter une révolution dans la manière dont on consomme l'énergie, et avoir un impact environnemental justement majeur, enfin un impact positif plutôt sur tout ce qu'on essaie de diminuer, comme l'empreinte carbone, etc. Est-ce qu'il existe de technologies, ou est-ce qu'on peut imaginer leur arrivée à court terme sur le marché pour transformer un petit peu nos habitudes? Alors, il y a pas mal de gens qui croient beaucoup justement en les technologies, en disant c'est la solution. Il y a pas mal de scientifiques ou d'autres personnes qui disent en fait c'est pas la solution. Donc il y a par exemple les puits de carbone qui peuvent les aspirateurs à carbone, mais ça c'est très très marginal finalement au niveau de ce qu'on peut faire. Donc en tout cas, moi, je suis plus pour, au niveau de la sobriété, finalement, de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire, plutôt que trouver une technologie qui va, en fait, enlever ce qu'on émet. Parce qu'en fait, ces technologies, elles demandent aussi de l'énergie. Et après, en fait, c'est simplement... on n'en sort plus, quoi. Donc, voilà, je ferais plutôt low-tech dans ce cas-là. Ah, il n'y a pas de baguette magique. Ouais, la baguette magique, c'est l'information. Et puis, ouais. Et la sensibilisation. Ouais. Super. Ouais, top. Nadège, merci beaucoup pour cet échange. C'était hyper intéressant. Ouais, merci infiniment. Avec plaisir, merci à vous. Aux gens qui nous regardent, qui sont intéressés, parlez-en à vos communes et faites-vous coacher. Merci. Merci. Merci encore.